Les titans primordiaux sont les êtres les plus puissants dans le monde de SNK, après le titan d'origine. Ces titans possèdent la puissance de détruire à eux seuls de nombreuses armées. Cependant, la puissance de ces titans, qui a été héritée du titan d'origine de Ymir, n'a pas été répartie de façon équitable entre tous les titans. Chacun des 9 titans primordiaux possède un pouvoir qui lui est propre, et c'est de cette manière que nous sommes capables de différencier un titan primordial d'un autre. En plus de cela, les 9 titans primordiaux possèdent un point commun. Aucun Eldien ne peut être en possession d'un titan primordial plus de 13 ans, à cause de la malédiction de Ymir. Malheureusement, on n'a pas pu voir dans le manga de personnes mourir à cause de cette fameuse malédiction. Et ça, c'est normal. Si un Eldien en possession d'un titan primordial meurt de cette façon ou d'une autre façon naturelle, son pouvoir est donné à un autre Eldien grâce au chemin. C'est pour cela que les familles nobles eldiennes font bien attention à transmettre le pouvoir de leur titan primordial à un autre membre de leur famille pour pouvoir ainsi conserver le pouvoir du titan. On peut prendre en exemple la famille Reiss pour l'originel, ainsi que la famille Tabor pour le marteau d'armes. Dans cette vidéo, j'ai donc voulu classer les titans primordiaux selon leur puissance maintenant que le manga est terminé. J'avais déjà fait une vidéo sur ce style il y a de ça pas mal de temps, mais maintenant qu'elle est devenue un petit peu obsolète, il est temps pour moi de faire le classement définitif. Je vais donc le classer en fonction de leur puissance vis-à-vis de l'univers de SNK, donc je vais prendre en compte leur pouvoir, mais aussi l'utilité que possède le titan dans l'univers de SNK. Je vais donc classer les titans non pas par rapport à leur puissance brute, mais par rapport à leur dangerosité. Bien évidemment, il s'agit de mon avis et vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, comme ça je pourrais avoir des avis un petit peu différents à droite à gauche. Bref, ça risque d'être sympa. Avant de commencer, le fil rouge des vidéos SNK. Merci au site Shincolor no Kyojin de faire les scans en coloré, c'est toujours aussi génial et magnifique. Le lien du site est dans la description, à côté du lien de mon Discord. La 9ème place de ce top revient à un titan qui a un rôle de soutien, le titan charrette. Le titan charrette est le plus petit des 9 titans primordiaux. Celui de Pieck mesurait seulement 4 mètres, donc autant dire que si tu compares ça à un titan de 15 mètres, c'est plutôt petit. Le titan charrette est un titan qui se déplace à 4 pattes et qui est surtout utilisé en tant qu'éclaireur, mais aussi de soutien en tant que transporteur. Cependant, le titan charrette peut s'avérer plutôt efficace en temps de guerre grâce à son attirail et son unité Panzer, à savoir de grosses mitrailleuses sur le dos. Pendant très longtemps, on pensait que le rôle de ce titan était uniquement limité à ça, et que sans son attirail et son unité Panzer, le titan charrette n'avait vraiment aucune utilité pour le combat. Certes, le titan possède de loin la plus grande endurance de tous les autres titans primordiaux. Pieck nous dit qu'elle peut rester des mois sous sa forme de titan, chose qui est tout simplement impossible pour les autres titans primordiaux, mais malheureusement, le pouvoir de régénération de l'utilisateur du charrette sont de loin les moins efficaces. Pieck a mis énormément de temps à se soigner durant le combat à Liberio. Avec cette description, on peut penser que le charrette n'est pas un bon titan primordial, et que ça c'est très clairement quelque chose que j'ai pensé pendant très longtemps. Puis arriva le scan 136, qui a tout simplement balayé l'image que je me faisais du charrette. La véritable force du charrette réside bel et bien dans son endurance, mais surtout dans sa capacité à se transformer. Comme vous le savez, les utilisateurs de titans primordiaux peuvent se transformer une ou deux fois d'affilée en titan. Ce processus demande beaucoup d'énergie à son utilisateur, et à un moment, il ne peut tout simplement plus se transformer. Cette contrainte ne s'applique tout simplement pas à Pieck. Tant qu'elle n'est pas blessée, elle peut se transformer autant de fois qu'elle veut en titan charrette. On a eu une super démonstration de son pouvoir durant son combat contre Eren. Même si son titan se faisait détruire par les autres anciens titans primordiaux, elle arrivait à chaque fois à sortir de son titan indemne pour continuer le combat et prendre par surprise le titan qui l'a attaqué. C'est dans ce moment-là que tu te rends compte que heureusement le titan charrette n'est pas aussi puissant que ça. Si jamais le titan faisait 15 mètres et était une énorme brute comme l'assaillant, et si, en plus de ça, maîtrisait le durcissement, le titan serait tout simplement invincible. Malgré cette puissance, je laisse le titan charrette à la 9ème place du classement, car même si c'est un très bon titan, je considère que les autres titans primordiaux représentent une plus grande menace. Surtout que si l'on connaît la faiblesse du charrette, il est plutôt simple de le vaincre. Si l'utilisateur subit une blessure mortelle, c'est la défaite assurée.
En 8ème position, et je sais que ça va en choquer plus d'un, j'ai décidé de mettre le féminin. Alors là, c'est la partie un petit peu compliquée de la vidéo, car je dois vous justifier mon point de vue. Autant prouver qu'un titan primordial est puissant, c'est pas super compliqué. Faire l'inverse et prouver qu'un titan est un peu trop surcoté, c'est plutôt compliqué. Le titan féminin est, comme son nom l'indique, un titan qui possède des formes et une apparence féminine, ce qui le rend pratiquement unique. Oui, je dis pratiquement unique, car les possesseurs de l'originel peuvent aussi avoir un titan ayant des formes féminines, comme par exemple Freyda Reis. Ce titan est connu pour sa polyvalence, il possède une très bonne endurance et court très vite. On a pu le remarquer durant la mission à l'extérieur des murs, où elle a réussi à rattraper l'escadre Levi ainsi qu'Eren. En plus de ça, le titan possède une très bonne faculté de régénération qui lui permet de se soigner vite, ou bien carrément de choisir une zone à régénérer en priorité, comme par exemple un œil. En plus de ça, le féminin possède deux pouvoirs. Le premier est la capacité d'attirer vers elle les titans de pur sang. Honnêtement, ce n'est pas une capacité très intéressante. Certes, Annie a très bien réussi à l'utiliser durant l'attaque de Shiganshina en ramenant une véritable horde de titans, mais à part ça, ça ne sert pas à grand chose, étant donné que les titans pur sang vont tout de même essayer de dévorer le féminin. Bref, ce n'est pas une très bonne capacité. En revanche, la seconde capacité du féminin est très intéressante, même si elle n'a pas été énormément développée. L'absorption des pouvoirs des titans primordiaux. Il nous a été révélé que très tard dans le manga que le féminin possède la capacité de prendre une partie des pouvoirs d'un titan primordial si elle mange une partie de son corps. Sur le papier, le pouvoir est juste incroyable. Mais malheureusement, on ne nous a jamais montré comment ça fonctionne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne connaît absolument pas le potentiel et les limites de ce pouvoir, ce qui va donc m'amener à faire des suppositions. Tout d'abord, le durcissement. D'où il vient? Est-ce que le titan féminin l'a eu naturellement, ou bien c'est grâce à un sérum de titan? Ou bien c'est en mangeant une partie du cuirassé qu'elle a obtenu le pouvoir? On peut se poser la même question pour la très grande endurance du titan, qui sont peut-être du coup un pouvoir obtenu en mangeant une partie du charrette. Pour le coup du cristal, un seul titan me vient en tête, le marteau d'armes. Et si c'est bel et bien le cas, cela veut donc dire que Annie peut prendre une seule partie du pouvoir et non tous les pouvoirs, et donc pas la création d'armes et d'armures comme le marteau d'armes. Enfin, ça je ne l'ai pas remarqué, donc merci à toi Pasteur Nick. Lorsque Annie a voulu se transformer devant Eren et compagnie, elle a généré une petite explosion comme le titan colossal. Voilà, je pense que vous voyez où est le problème. Oui, le féminin est un bon titan, mais ses pouvoirs vont jusqu'à où? Il ne faut pas oublier que si le féminin que l'on connaît est aussi puissant, c'est parce que le titan était en possession de Annie, qui est une experte des arts martiaux. Annie, c'est une véritable machine à tuer. Et c'est pour ça que tu comprends pourquoi les Mars font passer des tests pour choisir les guerriers Mars, et donc prendre des personnes qui répondent parfaitement aux capacités du titan. Si je dois lui enlever Annie, je me retrouve avec un titan qui possède un pouvoir que je ne peux pas interpréter correctement. Et c'est pour ça que je considère le féminin comme étant moins fort que le numéro 7 de ce classement, le mâchoire. Ah et du coup oui, avant que vous me jetez une pierre parce que je comprends que ça peut en étonner plus d'un que le mâchoire soit devant le féminin, je vous le rappelle que vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et c'est pour ça que je vous invite à faire votre propre classement dans les commentaires. Le classement est là pour juger la dangerosité du titan uniquement, et pas le titan plus la personne qu'il possède. Car si c'est le cas, je devrais mettre le titan bien plus haut grâce à Annie. Le titan mâchoire est un titan qui, tout comme le charrette, est de petite taille, à savoir 5 mètres de haut et qui se déplace sur ses 4 pattes. Le titan mâchoire est un titan simple à expliquer. Il s'agit d'un petit gabarit très rapide et qui possède une mâchoire acérée et des griffes renforcées. À vrai dire, sa mâchoire et ses griffes sont si puissantes que pratiquement rien ne peut lui résister, que ce soit des créations humaines ou bien des titans. Il a réussi l'exploit de briser le cocon du marteau d'armes, là où aucun titan, malgré le durcissement, n'avait réussi. C'est peut-être un faible exploit, mais il ne faut pas le sous-estimer. Certes, il s'agit d'un petit titan qui s'est fait massacrer par Eren, mais c'est là son gros point faible, tout ou rien. Soit avec sa vitesse, il arrive à donner un coup mortel au titan, qui, je vous le rappelle, ne peut pas se protéger, car le mâchoire peut briser le durcissement et même l'armure du cuirassé, soit il se fait attraper, bloqué au sol, et là c'est tout simplement fini. Alors, pourquoi je le mets devant le féminin? Eh bien tout simplement parce que je le considère comme plus dangereux. Il a réussi à mettre à mal le titan saillant et originel d'Eren grâce à sa vitesse et sa force, car il a visé les yeux d'Eren pour le rendre aveugle. Si jamais le titan se trouve dans un endroit à son avantage, que ce soit une forêt, une ville, une forteresse, bref tout sauf une plaine, le titan a un énorme avantage avec sa taille. En fait, le titan mâchoire a fait tellement d'exploits depuis l'apparition de Porco que je le considère bien plus dangereux que le féminin.
Et ça, vous l'avez sûrement remarqué, car dans mon précédent classement, je l'avais mis à la 8ème position. Mais bon, voilà, depuis qu'on a vu un très bon exemple de son style de combat, et comme dit précédemment, les pouvoirs du féminin sont trop flous, je préfère garder cet ordre et le mettre à la 7ème position. En plus de ça, je dois avouer que le mâchoire possède le plus de formes terrifiantes. Notamment celui-là, qui, je dois l'avouer, est franchement terrifiant. Pour la 6ème position, j'ai décidé de mettre l'un de mes titans préférés, le cuirassé. Comme vous le savez, le cuirassé a été pendant un très long moment mon titan primordial préféré pour une raison très simple. C'est un titan blindé, et ça, c'est classe. De 15 mètres de long qui possède des plaques blindées partout sur son corps, à la même manière qu'une armure de chevalier. Cette armure est extrêmement résistante et permet à son utilisateur d'être protégé à énormément d'attaques, comme par exemple des coups de canon, des morsures de titan ou bien l'équipement tridimensionnel. J'ai dit plaque blindée, mais en réalité ce n'est pas forcément ça. Je devrais plutôt dire protection supplémentaire, car comme on a pu le voir, la cuirasse du cuirassé change en fonction de son utilisateur. D'accord, la plupart des cuirassés qu'on a pu observer possèdent bel et bien des plaques, mais on peut en avoir des différents, comme celui-ci qui ressemble énormément à la chose des 4 Fantastiques. En plus de ça, le cuirassé est capable d'utiliser le durcissement sur ses doigts, donc oui, on a un titan blindé qui peut encore se renforcer. Il va pouvoir utiliser sa technique pour grimper des murs ou bien pour se battre tout simplement. Le cuirassé est très clairement un engin de démolition. Son rôle va être de foncer dans le tas pour tout défoncer, et c'est pour ça qu'il est autant dangereux. C'est un excellent tank. Son armure va lui permettre de faire des choses qui sont simplement impossibles à faire pour les autres titans primordiaux, comme par exemple foncer dans les lignes ennemies. Malheureusement, l'armure du cuirassé n'est pas invincible. Déjà, le problème majeur est que toutes les articulations ne sont pas protégées, et à vrai dire c'est normal car sinon le titan ne pourrait tout simplement pas se déplacer. À cause de ça, il est donc très simple d'immobiliser le cuirassé. Ensuite, sa seconde faiblesse réside dans un problème moderne, les nouvelles technologies. Le cuirassé est très résistant. Cependant, avec l'arrivée de nouvelles technologies anti-blindage, eh bien le cuirassé devient de moins en moins efficace. Au début du manga, le titan est arrivé sur l'île du paradis, a détruit un mur, détruit des canons et a pu partir comme ça. Si on prend maintenant le combat du retour à Shiganshina, Reiner a failli mourir à cause des Thunder Spears. Et enfin, si on prend le début de la saison 4, Reiner a carrément failli se faire tuer par des tirs anti-blindage. Le cuirassé est un excellent titan primordial, qui est très dangereux. Cependant, je ne peux pas le mettre plus haut dans mon classement même si je l'adore vraiment. C'est un titan simple à expliquer et qui possède un rôle simple, foncer pour prendre les coups. Et ça, il va le faire très souvent, car si un de ses alliés est en difficulté, il ne va pas hésiter à se prendre le coup pour lui. Nous arrivons dans le top 5 et là j'ai un problème à la même manière que le féminin, le titan bestial. En fait, ce titan est littéralement une roulette russe. Le principe du titan est que tu vas obtenir un titan qui a une forme animale. Donc tu peux très bien avoir un bon animal comme le singe de Sig qui est extrêmement dangereux, ou bien à l'inverse, avoir un poisson rouge et être inutile. Bon, bien sûr, je rigole, il n'y a pas eu de titan poisson rouge, enfin je l'espère, car sinon je plains son utilisateur, mais je suis pratiquement sûr que c'est pas le bestial en forme okapi qui va tuer Eren. Là, du coup, c'est le même problème que le féminin. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas parce que l'on ne peut pas savoir tous ses pouvoirs, c'est parce qu'il y a trop de possibilités différentes. Le bestial peut obtenir des caractéristiques uniques par rapport aux autres titans primordiaux. Par exemple, le bestial de Sig mesure 17 mètres de haut, ce qui est plus grand que n'importe quel autre titan, mis à part le titan colossal et le titan d'origine de Eren ou Ymir. En plus de ça, il possède de très longs bras qui lui permettent de faire des tirs longue distance, qui sont extrêmement efficaces. Que ce soit contre le bataillon d'exploration, contre des navires ou même des dirigeables, le bestial de Sig a toujours eu une excellente utilité. Et c'est pour ça que le titan bestial peut être autant capable du meilleur que du pire, en fonction de sa forme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre aussi haut dans le classement. Je vous rappelle que j'essaie de classer les titans par rapport à leur dangerosité, et je suis persuadé que le bestial est bien plus dangereux que tous les titans que j'ai classés avant. J'aurais préféré le mettre plus bas dans le classement à cause du facteur aléatoire, sauf que les preuves sont là.
Il suffit que le bestial soit sous la forme d'un puissant animal pour être tout simplement meilleur que la plupart des autres titans primordiaux. Le bestial de Sig est déjà un excellent exemple avec ses tirs longue distance, mais aussi le fait qu'il a réussi à détruire le cuirassé de Reiner. Mais maintenant, imaginez si on prend celui de Falco qui est carrément capable de voler. Rien qu'avec ce pouvoir, il a été capable de résister très longtemps aux tirs des titans marteaux d'armes qui étaient sur le dos de Eren. Et en plus, bon, la grande faiblesse des titans, c'est les dirigeables. Un titan bestial volant peut facilement venir à bout et être une véritable menace. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre le bestial au centre du classement pour cette simple et bête raison. Il peut être capable du meilleur comme du pire. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Numéro 4. Alors là, on va parler de mon titan préféré. Les plus anciens de la chaîne le savent déjà. Je veux parler du marteau d'armes. Le marteau d'armes est un titan de 15 mètres de haut qui possède un pouvoir très simple. Le pouvoir de manipuler le durcissement sur son corps. En fait, d'un point de vue physique, il ne s'agit pas d'un durcissement en forme de cristal comme celui du féminin, du bestial ou bien encore du cuirassé, mais plus comme un durcissement à la fois solide et flexible. Et ça, c'est un point important à retenir. Le titan va pouvoir contrôler son durcissement de façon à faire un peu tout ce qu'il a envie. Que ce soit une armure qui est extrêmement stylée, oui, j'adore les armures, des armes, mais aussi des structures. Autrement dit, le marteau d'armes est un véritable couteau suisse qui peut répondre à n'importe quelle situation. Déjà, son armure lui permet d'encaisser les coups, même si je dois l'avouer, elle n'est pas extrêmement efficace. En revanche, au niveau des armes, là le marteau d'armes est tout simplement invincible. On a pu voir le marteau utiliser de nombreuses armes, que ce soit des armes rigides comme des épées, faux ou bien des lances, mais aussi des armes souples comme un fouet, mais aussi un arc ou bien une arbalète. Ce qui fait de lui un titan qui peut attaquer à distance de façon très efficace. Mais je vous ai dit que son armure n'est pas très efficace. Donc est-ce que ça veut dire que les armes ne sont pas très efficaces? Eh bien c'est tout simplement l'inverse. Elles sont beaucoup trop efficaces. Et là, le meilleur exemple à prendre est celui d'une question que je me suis posée pendant beaucoup de temps. Si le marteau d'armes peut créer n'importe quelle arme, pourquoi il s'appelle marteau d'armes? Eh bien en fait, c'est très simple. Si jamais tu es en combat contre lui, tu peux sincèrement prier pour qu'il ne prenne pas son marteau d'armes. La première fois que l'on voit le titan utiliser cette arme, c'est contre Eren Yeager, qui, je vous le rappelle, possède le pouvoir de l'assaillant et de l'originel. La sœur de Willy Tabor a dans un premier temps immobilisé Eren grâce à son pouvoir, en faisant apparaître des pics sous les pieds d'Eren. Une fois immobilisé, Eren a décidé de se protéger la tête en utilisant ses deux bras ainsi que le durcissement. Le marteau d'armes a donné son coup de marteau et Eren s'est fait décapiter. Voilà. Quand je vous disais que ce titan est un monstre en puissance en 1 contre 1, ce n'est pas une blague. Donc, le titan possède une armure, peut créer des structures pour empaler ses adversaires comme lorsque Eren s'est fait empaler à plus de 20 mètres de haut. Il peut aussi créer de très nombreuses armes, dont des armes longue distance. Est-ce que le titan peut être encore plus puissant ? Eh bien oui, le marteau d'armes possède la capacité de s'enfermer dans un cristal, pour être complètement protégé de toute attaque. Et comparé au féminin, l'utilisateur du titan est conscient dans le cristal. Et c'est pour cela que je pense que le pouvoir du féminin est un pouvoir absorbé du marteau d'armes, car Annie possède de ce cocon de cristal, mais elle reste inconsciente à l'intérieur. Le fait d'être caché dans le cocon va permettre à l'utilisateur du marteau d'armes de contrôler son titan à distance. Et ça, c'est juste fou. Ça veut dire que l'utilisateur peut utiliser son titan sans être en danger, car je vous le rappelle, seul le titan mâchoire a réussi à détruire le cocon. Le titan assaillant d'Eren n'a tout simplement pas réussi. Bref, le marteau d'armes est selon moi le meilleur titan qui n'a jamais été créé. Mais malgré ça, je considère qu'il y a encore 3 titans plus dangereux que ce dernier. Comme par exemple le titan le plus emblématique du manga, le titan colossal. Je n'ai pas grand chose à dire sur celui-là, car déjà comme vous êtes de très bons abonnés et vous avez déjà vu ma vidéo sur son histoire, hein, pas vrai? Bon non je rigole. La vérité c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire sur lui, mis à part que c'est l'apogée de la puissance brute des titans. Il s'agit d'un titan de plus de 50 mètres de haut, ce qui fait de lui le second titan primordial le plus grand, juste après l'originel sous sa vraie forme. Une grande taille sous-entend bien évidemment une force colossale. Et ça, le titan n'a pas manqué de nous le prouver dès le début, en détruisant le premier mur d'un grand coup de pied. Contrairement aux autres titans, le colossal ne possède pas de peau, ce qui lui permet donc d'envoyer de la vapeur brûlante tout autour de lui, le rendant tout simplement impossible à approcher, ce qui est une excellente défense contre les humains.
Enfin, le dernier pouvoir de ce titan est la transformation explosive que j'avais légèrement abordée avec Annie. Lorsqu'un Eldien se transforme en titan, un éclair frappe le sol. Avec le colossal, c'est une autre histoire. S'il le veut, il peut utiliser sa transformation pour créer une véritable explosion. L'explosion est tellement puissante que lorsque Armin a utilisé cette technique, il a tout simplement balayé d'un seul coup la flotte de Curasemar. Le colossal est une arme de dissuasion massif, et le fait de perdre le colossal a tout simplement empêché l'Empire Mar de faire des raids sur l'île du paradis. Le colossal est un titan très puissant, et qui a eu un rôle majeur dans l'histoire de SNK. Cependant, il est à la 3ème place du podium de cette vidéo. La seconde place revient à un titan que je n'aurais jamais cru mettre aussi haut lorsque j'avais fait ma vidéo il y a 2 ans, le titan assaillant. Le titan assaillant est un titan de 15 mètres de haut, qui possède la caractéristique d'être tout le temps très imposant. Ce que je veux dire par là, c'est que soit on a un titan qui est très musclé comme celui de Eren Kruger et de Eren Yeager, ou bien on a un titan très massif comme le titan de Grisha qui était très imposant. Ce titan est donc très fort physiquement et très endurant, ce qui permet à son utilisateur de se transformer en titan au moins 2 fois d'affilée. Puis plus tard, il va obtenir le durcissement grâce à une fiole de Road Race. Si je devais parler uniquement de force du titan, eh bien il ne serait pas vraiment haut dans le classement, car ok il est fort, mais si tu dois le comparer aux autres titans primordiaux, c'est pas grand chose. Mais évidemment, si le titan est aussi haut dans le classement, c'est grâce à son pouvoir. Comme vous le savez, les possesseurs de titans primordiaux peuvent voir les souvenirs de leurs anciens possesseurs. Le titan assaillant possède en plus de ça la capacité de voir les souvenirs des futurs possesseurs de ce titan. Autrement dit, le possesseur de l'assaillant est capable de voir dans le futur. Avant de connaître ce pouvoir, on savait que l'assaillant était connu pour sa détermination à toujours aller de l'avant. Beaucoup de personnes, dont évidemment moi, l'ont toujours interprété comme un signe de détermination, que ce titan a été créé pour sauver l'Empire Eldien. Sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. Les possesseurs de l'assaillant sont bel et bien déterminés à protéger Eldia, car ils savent comment va se dérouler le futur et que la finalité du titan va être de sauver le peuple eldien en réussissant à mettre en place le plan de Eren Yeager, le dernier titan assaillant. Le pouvoir de l'assaillant nous avait été révélé d'une façon très cachée grâce au personnage de Eren Kruger. Eren Kruger a reçu des souvenirs de Grisha Yeager, disant à son fils de protéger Mikasa et Armin. Bien que, évidemment, au moment où la conversation avait eu lieu, ni Mikasa ni Armin n'étaient encore nés. On peut aussi prendre en exemple le fait que Grisha a supplié Sig de stopper Eren, car ce dernier lui avait montré comment allait se terminer le monde, à savoir un énorme bain de sang. Ce pouvoir est à la fois terrifiant d'un point de vue histoire que scénario. Le fait d'inclure un pouvoir qui permet de voir le futur dans SNK, c'était quelque chose de très risqué, car le voyage temporel, ça peut très facilement détruire une œuvre. Je veux dire, à un moment, on a quand même le Eren de l'an 850 qui obtient les souvenirs passés de Grisha de l'an 845, qui a pu voir le Sig de l'an 854 grâce à un souvenir du futur Eren de 854 lui aussi. C'est un sacré bordel. Et vous savez quoi ? Cette vision du futur a réussi à elle seule à condamner l'humanité. Si Eren ne s'était pas vu lui et Sig en adulte dans les souvenirs de Grisha, il n'aurait pas mis en place son plan pour éradiquer le monde. Enfin non, ce n'est pas totalement cette vision-là qui a condamné le monde, mais je pense que vous voyez où je veux en venir, et que je suis désolé si c'est un petit peu embrouillé. Le voyage dans le temps, c'est toujours sacrément compliqué. Si vous devez retenir un seul truc sur cette seconde place du classement, je dirais tout simplement que je n'aurais pas voulu mettre l'assaillant aussi haut, car en soi c'est un titan qui n'est pas très puissant. Cependant, grâce à son pouvoir, l'humanité s'est tout simplement fait condamner. Et pour le coup, je ne peux que féliciter Eren, car il a réussi à nous prouver à quel point connaître le futur et influencer le passé permet tout simplement de changer le destin de l'humanité. Étant donné qu'on arrive à la dernière place, je tiens déjà à vous remercier d'être arrivé jusqu'ici, car je sais, la vidéo est très longue. L'assaillant est un titan très dangereux, cependant, tout son plan ne tournait que autour d'un autre pouvoir. Un pouvoir bien plus puissant que celui de voir le futur, le pouvoir originel des titans. Le titan d'origine. Le titan d'origine nous a toujours été montré comme étant le plus puissant des 9 titans primordiaux, et de loin. Mis à part le fait qu'il soit le tout premier titan à avoir vu le jour, il est aussi le point qui connecte tous les Eldiens entre eux, à savoir l'axe. Je ne vais pas faire la description physique de l'originel tout de suite, vous allez savoir pourquoi.
Au niveau de ses pouvoirs, l'originel nous a tout d'abord été présenté comme un titan capable de créer et de diriger les autres titans primaires. Cela veut donc dire que l'originel a littéralement une armée de titans à sa solde. Ensuite, nous avons la manipulation de la mémoire. Étant donné que tous les Eldiens sont reliés à l'axe, l'originel est capable de changer la mémoire de ses sujets d'un simple cri. C'est pour cela que les Eldiens des murs avaient oublié l'existence des Mars et du reste du monde. Cependant, les pouvoirs de l'originel sont soumis à une condition. Le sang royal. Seule une personne possédant le sang royal est capable d'utiliser les pouvoirs de l'originel. Si jamais les pouvoirs du titan tombent entre les mains d'une personne lambda, l'utilisateur ne pourra pas utiliser les pouvoirs du titan, à moins d'entrer en contact avec quelqu'un de sang royal. C'est ce qui est arrivé à Eren lorsqu'il est entré en contact avec Dina, l'épouse de Grisha. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est ce qu'on savait de l'originel depuis environ la moitié du manga. Enfin, plus ou moins depuis l'arc du tournant majeur. C'est uniquement à la fin du manga que l'on a appris les véritables pouvoirs de l'originel. La source des pouvoirs de l'originel est Ymir elle-même. Après sa mort, l'esprit de Ymir a atterri dans le lieu que l'on connaît sous le nom du chemin, un lieu qui relie tous les Eldiens entre eux. Donc c'est l'axe si vous préférez. C'est dans ce lieu qu'aura lieu toutes les transformations en titan. À chaque fois que le pouvoir du titan est utilisé, c'est Ymir elle-même qui se chargera de créer le corps du titan à partir du sable du chemin. Elle est aussi responsable des pouvoirs de régénération, car on a pu la voir resculpter le cœur de Sig, après que ce dernier se soit fait exploser. D'après Sig, cela prend énormément de temps à Ymir pour créer un corps à partir de sable. Ça lui a pris des années pour recréer le corps de Sig. Cependant, comme nous nous trouvons dans un monde qui n'est pas physique, la notion du temps est donc différente. Là où la création d'un corps a pris des années dans le chemin, prendra seulement quelques secondes dans le vrai monde. Là où ça devient intéressant, c'est quand tu comprends que Ymir est la source de l'originel. Autrement dit, tous les pouvoirs de l'originel sont possibles grâce à Ymir, que ce soit la création des titans, le contrôle des titans ou bien le lavage de cerveau. Ymir est une esclave, et c'est pour cela que seules les personnes possédant le sang royal sont capables de donner un ordre à Ymir. Cependant, il existe une seconde condition pour pouvoir utiliser les pleins pouvoirs de l'originel. Surpasser la volonté du 145e roi Fritz. Comme vous le savez, le 145e roi Fritz est responsable de la création des murs, et par conséquence, de la chute de l'Empire Eldien, mettant ainsi fin à la Grande Guerre des Titans. Le roi voulait tout simplement arrêter le massacre créé par les Eldiens, et voulait que lui et son peuple répondent de leurs crimes. Cette pensée créée par le roi va ensuite être soumise à tous les futurs possesseurs de l'originel, faisant du 145e roi Fritz le dernier possesseur de l'originel de sang royal qui a obtenu les pleins pouvoirs de son titan. L'idéologie du roi va donc se passer de successeur en successeur, créant ainsi un pacte de non-agression qui va empêcher le possesseur de l'originel d'utiliser les pouvoirs de son titan pour détruire le monde. Ce pacte de non-agression va donc avoir un impact crucial, qui va tout simplement changer la personnalité des possesseurs de l'originel. Je vais prendre en exemple Urireis, qui voulait détruire les titans avec les pouvoirs de l'originel, et qui, une fois qu'il a obtenu le pouvoir du titan, a tout simplement renoncé à son vœu et n'a rien fait. On peut aussi observer le comportement de Freyda qui, alors qu'elle voulait aider Grisha, a tout simplement dû se soumettre au pacte. Je sais que je fais une grosse parenthèse en voulant de vous parler de Ymir et du pacte, mais c'est quelque chose d'obligatoire si je voulais continuer la vidéo. Toutes ces explications, c'est pour nous mener à la question suivante. Que se passe-t-il si une personne qui n'est pas de sang royal, et donc pas soumise à ce pacte, obtient les véritables pouvoirs de l'originel? Eh bien la réponse est simple, c'est la fin du monde. Voici donc les véritables pouvoirs de l'originel. Comme dit précédemment, nous avons le pouvoir de création des titans, que ce soit des titans purs ou bien carrément des titans primordiaux. Rien que cette capacité surclasse en termes de puissance et de dangerosité tous les autres titans primordiaux. L'originel peut donc se créer une armée de titans primordiaux comme on l'a vu dans le combat contre Eren, mais surtout, une véritable armée de titans colossaux. Tu prends la puissance destructive de ce titan et tu la multiplies par des milliers de titans, et hop, tu as le grand terrassement. En plus de ce pouvoir, l'originel a aussi le pouvoir de contrôler les autres titans primordiaux, que ce soit le titan des murs, les titans qu'il a invoqués ou bien carrément les autres titans primordiaux actifs. C'est à cause de l'originel que Annie est sortie de force de son cocon de cristal. S'il l'aurait voulu, Eren aurait pu empêcher Armin et compagnie de se transformer en titan, mais bon, au final, il ne l'a pas fait, et ça uniquement parce qu'il voulait se faire arrêter. On a ensuite la manipulation de pensée, et ça je n'ai pas grand chose à rajouter vis-à-vis de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un pouvoir qui peut affecter toute la population élienne d'un seul coup, ce qui a eu pour effet de changer l'histoire du monde à l'intérieur des murs. Il est important de noter que ce pouvoir est l'un des rares pouvoirs à être utilisé sous la forme humaine. Freyda n'a pas eu besoin de se transformer en titan pour changer la mémoire de Historia.
On a ensuite le pouvoir de changer l'anatomie des Eldiens. L'originel peut changer la composition corporelle de n'importe quel Eldien. Il nous a été dit qu'un ancien possesseur de l'originel, il y a 600 ans, a utilisé cette capacité pour protéger son peuple d'une épidémie qui était en train de les ravager. Le plan d'euthanasie de Sig tournait autour de ce pouvoir. En rendant tous les Eldiens stériles, le peuple Eldien aurait été condamné à disparaître. En plus de ça, le pouvoir fonctionne directement sur la forme titanesque de l'originel, et c'est pour ça que je ne voulais pas faire la description physique du titan. On peut avoir d'un côté l'originel sous le pacte de non-agression, comme par exemple Freyda qui mesurait environ 13 mètres de haut, et de l'autre côté l'originel de Eren qui faisait plusieurs fois la taille des titans des murs. On a ensuite la télépathie entre tous les Eldiens. Encore une fois, l'original est l'axe et il est donc relié à tous les Eldiens. C'est grâce à ce pouvoir que Eren est capable de parler avec tout le monde. Enfin, le dernier est pas les moindres pouvoirs de l'originel et la clairvoyance. À la même manière que la capacité du titan assaillant qui permet aux héritiers de recevoir des souvenirs du futur ou bien de transmettre ses propres souvenirs aux héritiers du passé, le titan fondateur peut prendre les choses à une échelle beaucoup plus grande et influencer directement les choses dans le passé. Ce pouvoir possède beaucoup de désavantages car il permet au possesseur de percevoir le temps de manière non linéaire. Le passé, le présent et le futur se déroulent en même temps. Ce pouvoir nous est plus ou moins expliqué dans le scan 139 où on a justement la vision de Eren et c'est pour cela que le scan est aussi étrange et passe du passé au présent jusqu'au futur. Mais c'est aussi là que l'on observe l'autre partie du pouvoir. En fait, l'originel peut plus ou moins contrôler le passé, et même si cela va à l'encontre de la volonté de l'utilisateur. On apprend cela lorsque l'on voit Eren qui dit à Armin que si Dina n'a pas pu dévorer Bertolt le jour de la chute des murs, c'est parce que Dina a été redirigée par Eren lui-même. Autrement dit, c'est Eren qui a dû sacrifier sa mère car Bertolt ne devait pas mourir maintenant. Les pouvoirs en rapport avec le temps, c'est très vite compliqué de s'y retrouver. En tout cas, je n'ai plus rien à dire, on peut donc passer à la conclusion. Wow, alors là c'était vraiment une très grosse vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Les titans primordiaux, c'est un sujet que j'adore. Même si, je dois vous l'avouer, il m'arrive souvent de m'embrouiller à cause des pouvoirs de l'assaillant et de l'originel. Encore une fois, le classement que j'ai fait n'est pas un classement qui est juste à 100%. Il s'agit de mon simple avis et si vous n'êtes pas d'accord, je le comprends totalement. Au tout début par exemple, ça m'embêtait de mettre l'assaillant aussi haut et le féminin aussi bas. Mais malheureusement, après une longue réflexion, eh bien les preuves sont là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans 4 jours pour la prochaine vidéo SNK et dans 2 pour la prochaine vidéo Jojo. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo pour me soutenir car ça m'aide énormément. N'oubliez pas de checker la description pour rejoindre les Discord et les autres sites, c'est toujours bien. N'hésitez pas à écrire en commentaire votre propre classement, ça me permettra de voir votre opinion sur la question. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.